C'est Major Mouvement, bienvenue dans ce live. Bonjour à tous, je vous laisse vous connecter. Je vous annonce un petit peu le live aujourd'hui qui est un live très particulier. Pourquoi? Je suis au cabinet. Je suis arrivé ce matin. Et aujourd'hui, ça va être un live je vais dire en hommage. Comme si on faisait Rééduca. Rééduca, c'est quoi? C'est le salon de la rééducation qui est organisé tous les ans. Et là, comme Rééduca n'a pas lieu à cause du Covid, Rééduca a proposé la format digital. Donc aujourd'hui, je vais l'écrire en titre. Je vais donc faire une formation. Salut à tous, je vous laisse. Bonjour à tous. Une forme courte de la formation que je donne qui s'appelle 100 exos pour vos patients. Donc ça va être un live assez particulier. C'est la première fois que je fais ça sur ma page Instagram puisqu'il va être principalement à destination des kinésithérapeutes. Alors vous êtes évidemment tous invités à regarder. Vous allez voir un peu ce que c'est l'univers des kinés quand on est à l'intérieur et avec nos blagues de kiné et des questions de kiné. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui exceptionnellement, d'habitude je fais toujours des lives où je fais un peu des questions-réponses axées pour le très grand public. Aujourd'hui j'aurai donc un langage peut-être plus technique, plus physiopathologique et vraiment à destination des kinés. Alors, donc normalement, il y a les copains de Rééduca qui vont se connecter et moi pendant ce temps-là, et l'autre Singapour. Salut à tous, vous êtes hyper nombreux. Je vais mettre quoi? Live, il m'a écrit livre. Clairement, grosse déformation du T9. Elle est berbe ma barbe, j'ai pas eu le temps de me raser. Live pour Rééduca, donc qui est le salon de la rééducation. Hop, Rééduca. Extrait de ma formation 100 exos pour vos patients. Hello de Toulouse, on est juste à côté. Tac. Et je vais l'épingler. Épingler. Paf. Mon livre est top, merci beaucoup, c'est cool. Coucou du Brésil. Oui, mais on les connaît, tous ces gens-là qui font genre, ouais, ils nous font croire qu'ils sont dans des destinations incroyables. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors normalement il y a Rééduca qui doit se connecter. Hop. I don't see you. Ah là, ils sont là. Donc on va recevoir Rééduca qui vont nous dire 2 mots et après on va attaquer directement sur la formation. Ça va être un cours en live. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ça, un cours en live. Donc, il faut que Rééduca accepte. Oui, le live sera en replay, normalement, sur la page de Rééduca qui est en train de se connecter. Hello, hello. Salut Greg. Ça va? Salut Greg, je suis là. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors, on ne te voit pas, on voit un écran tout noir. Ah, alors, je ne sais pas. Ah, c'est vrai que j'ai oublié les bretelles. T'as oublié les bretelles? J'ai oublié les bretelles aujourd'hui. J'ai pas écran. Est-ce que tu me vois? Non, on t'entend. Alors, je ne sais pas. Peut-être un petit souci. Si, on les voit. Il n'y a que moi qui ne les vois pas. On la voit très bien. Bon, il n'y a que moi qui ne te vois pas. Écoute, ça marche. Ah, voilà. On te Bon, voit. en tout cas, oui, bon, tant mieux. Alors, en tout cas, merci d'avoir présenté Rééduca. Oui, en effet, le Covid a sérieusement chamboulé la vie de tout le monde et Rééduca a dû être annulé. Donc, pour nous, c'est quand même triste. Donc, on a essayé de donner des rendez-vous, plusieurs rendez-vous sur les dates de Rééduca. Donc là, maintenant, et tu vas débuter le premier live sur Insta. C'est grave la pression. Là, tu la vois, la pression. Si tu veux, en ce moment, j'arrête pas d'enchaîner des directs à la télé et tout. Il paraît que tu es à fond à la télé, c'est dingue. Là, je suis à la maison, je suis au chaud dans mon cabinet avec mes petits followers. Donc, je suis tranquille le chat. Alors, en tout cas, on donne rendez-vous au kiné sur les dates de Rééduca en physique, mais là, on passe en digital. 3 journées de rendez-vous avec toi. Demain, Princesse Périnée, et là, on est plutôt en atelier sur Insta. Après, vendredi, toujours, on travaillera, enfin, il y aura un Zoom avec Jean-Pierre Zana et c'est le Covid et ses conséquences sur la santé. Et puis samedi, 2 autres rendez-vous digitaux. Un sur Insta avec Xavier Dufour et c'est l'accès direct lombalgie. Et enfin, un sujet qui est très attendu côté féminin,
c'est le cancer féminin, patientes, actrices de leur maladie, puisqu'elles sont de plus en plus expertes et deviennent des actrices de leur maladie. Donc ça, c'est… Le programme de toutes ces lives qui sont quand même très axés santé, pro de santé, comment est-ce qu'on peut apprendre tout ça, sera disponible sur la page Rééduca pour qu'on puisse y accéder. Elles seront sur la page de Réduca. Concernant les Zooms, vous devez aller sur le site internet pour vous inscrire pour les webinars. Il y a des replays, donc certains ne pourront pas. Donc, vous pourrez bénéficier de tous ces avantages et tous ces experts et professionnels de santé influents. Ça, c'est le premier rendez-vous. Et on redonnera rendez-vous en novembre, en décembre et puis en 21. Et là, on fera intervenir, en plus des professionnels de santé influents, les industriels qui feront plutôt de la démo produit ou plus scientifique. En tout cas, on est en train de concocter un joli programme digital toute l'année. Donc, en gros, malgré le Covid, on s'organise pour continuer à donner des échanges entre nous, entre pros de santé, pour pouvoir tenir le cap. Exactement. Réduca est là et sera là pour un bon moment. Super, bon, bah parfait. Du coup, est-ce que tu peux ajouter quelque chose d'autre? On retrouve toutes ces sur l'Instagram. Voilà. Et maintenant, on va attaquer sur la formation. Très bien, tu peux débuter. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Alors, tac, il faut juste… Moi, j'ai toujours un écran noir. Il faut juste que tu te déconnectes normalement. Hop, ok. J'ai peur que si je mette sur… Ok. Donc, aujourd'hui, c'est marrant parce que vous allez me voir vraiment avec un peu un autre aspect, celui vraiment du kiné que je suis, où d'habitude, je fais vachement de vulgarisation pour le grand public, mais vous le savez, je suis kiné, je suis aussi enseignant en thérapie manuelle. Et depuis maintenant 2 ans, je fais une formation qui s'appelle 100 exos pour vos patients. C'est un titre un peu pompeur, mais pour redonner de la place aux exercices actifs pour nos patients. Ce que j'aimerais aujourd'hui, comme vous le savez, donc c'est ouvert à tous, mais un maximum que les questions-réponses soient réservées en dessous au kiné parce qu'on a des problématiques spécifiques. Donc, si vous êtes kiné, n'hésitez pas à intervenir. La formation d'aujourd'hui est faite pour vous. Donc, je vais m'adresser à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire EBP? Je vous laisse le temps de répondre. Vous me dites oui ou non. Est-ce que le mot EBP, parfois qu'on appelle EBM, est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que ça ne vous dit rien? T'es kiné, je croyais que t'étais youtubeur. Donc, j'ai quelques pouces en l'air. Move thérapie. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez me dire je ne sais pas trop et on va le redéfinir de toute façon. Benoît, en même temps, Benoît Berry, il a été 3 mois stagiaire chez nous. J'espère qu'il comprend. Le BP, non, très bien. Donc, je vais le redéfinir. Et je ne te cache pas que quand je fais la formation en physique, il y a à peu près aujourd'hui 70% des kinés qui savent ce que c'est, 30% des kinés qui ne savent pas encore ce que c'est. Et on va le redéfinir ensemble si vous voulez bien. EBP, ça veut dire Evidence Based Practice. On peut appeler ça dans la médecine EBM, Evidence Based Medicine. Et ça veut dire quoi? C'est la pratique basée sur les preuves scientifiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Pendant longtemps, en kinésithérapie, on avait vraiment une approche empirique. C'est-à-dire un peu comme on l'apprend encore à l'école. Ton patient, il vient avec un diagnostic, on va dire une tendinite d'épaule, et tu vas mettre directement en place un traitement parce qu'on le fait depuis des années. On te dit, voilà, pour la tendinite d'épaule, principalement ce qu'on nous apprend à l'école, ça va être du travail des abaisseurs, des ultrasons et puis de la mobilisation et ou du massage. Or, en fait, quand tu regardes la littérature scientifique, tu te rends compte de quoi? Que les ultrasons, que la machine soit allumée ou soit éteinte, on a exactement les mêmes résultats. Que le travail des abaisseurs ne change quasiment rien par rapport à l'évolution naturelle de ton épaule et que le massage est une réponse plutôt à court terme, mais ne va pas apporter de bénéfices sur le long terme. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on commence à comprendre, et c'est vraiment le tournant qu'a pris la kinésithérapie depuis maintenant une quinzaine d'années, 10 ans, 5 ans, et vraiment depuis 5 ans, depuis qu'on est passé vraiment sur un format licence, master, doctorat, va se baser de plus en plus sur la littérature. Donc, le BP, c'est une triade, et ça, je vous demande toujours de l'avoir en tête, encore plus quand on est sur les réseaux sociaux. C'est 3 choses, une triade, c'est un trépied. Il y a la littérature scientifique, il y a ton expérience personnelle en tant que professionnel de santé et il y a ton patient. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'en fait,
si jamais on va prendre l'exemple de l'épaule, si tu ne tiens pas compte de la littérature scientifique et que tu continues à faire ce que tu as toujours fait et que tu n'as pas des résultats, bah, tu n'es pas efficace. Si tout ce que tu fais, c'est ton ressenti à toi sans tenir compte de ce que ton patient a envie, tu auras beau avoir le meilleur des traitements de la Terre, avoir une expérience béton de chez béton, être au top de la littérature scientifique, mais si ton patient il te dit bah moi vous ne faites pas ce que vous voulez ou quand je viens chez vous je me sens pas écouté ou juste vous avez mauvaise haleine et je peux pas rester à moins de 30 cm de vous quand vous me parlez, c'est horrible, ça marche pas. Et donc en fait c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est trouver un angle où tu t'entends bien avec ton patient, tu arrives à lui proposer un axe de traitement qui lui convienne, où tu vas pouvoir mettre en place des protocoles de traitement qui sont en lien avec les dernières études scientifiques et dans lequel toi tu te sens à l'aise. Et là, tu respectes cette fameuse triade. Et on imagine aujourd'hui que s'il devait y avoir une forme de vérité scientifique, et je mets avec des guillemets parce que la vérité scientifique, elle n'est valable que jusqu'à ce qu'elle soit remise en question, eh bien en fait, cette vérité scientifique, elle serait au point de jonction de ces trois points-là. À savoir, ce que nous dit la littérature scientifique, toi, comment tu te sens avec ton expérience, et en même temps, en période de Covid, la mauvaise haleine ne pose plus de problème avec la perte de l'odorat. Ouais, bah, si tu as un patient qui est Covid+, c'est peut-être pas ton problème principal, c'est la mauvaise haleine. C'est plutôt de faire en sorte de ne pas proliférer le truc. Et surtout ce que veut ton patient. Et ça, on va le garder en tête en permanence. Et c'est une question que vous devez vous poser systématiquement quand vous avez un patient qui vient vous voir. Est-ce que ce patient est pour moi? Est-ce que ce patient a des drapeaux rouges qui doivent faire que je dois le renvoyer chez un pour faire des examens complémentaires? Et s'il est pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et là, on va commencer à changer complètement de logique. Si on se base vraiment sur notre expérience, le patient et la littérature scientifique, le live dure 13h45. Il y aura, j'ai oublié de vous le dire, une bonne 20 minutes où je remets tout le contexte et après on va aller directement dans du cas concret, notamment sur des problèmes de dose qu'on rencontre le plus souvent au cabinet. Mais cette partie-là, elle est importante parce que la formation, je l'ai imaginée en fait vraiment, vous savez, moi ça fait 10 ans que je suis libéral en pratique. Je l'ai pas imaginé pour être dans la continuité des études et pour moi, le problème principal de ce qu'on peut avoir en école, c'est qu'il y a encore aujourd'hui certaines écoles qui nous forment à une pratique d'exercice hospitalier ou d'exercice en centre de rééducation. Ce qui est très bien, mais seulement quand tu arrives en libéral, on connaît la réalité en libéral, on a des ordonnances qui sont très floues, on a des examens médicaux qui sont soit chez le patient, soit qui datent d'il y a 15 ans et qui ne sont pas toujours en corrélation avec la clinique. Et aujourd'hui, la formation, elle s'appelle 100 exos pour vos patients, mais la formule que j'utilise systématiquement, c'est que quand on sort de l'école et qu'on arrive en libéral, on a déjà tous les outils. Et ces outils, on peut les imaginer sous forme de livres. Seulement, en fait, on ne sait pas exactement sortir le bon livre pour le bon patient au bon moment. Exactement, tellement, mais du coup, en libéral, tu es largué, c'est ça. Tu as tout ton livre, tu as toute ta bibliothèque, mais juste, elle n'est pas rangée. Et du coup, quand tu as un patient qui arrive avec un problème, tu ne sais pas quel bouquin prendre. Mais en fait, moi, là, ce que j'essaie d'apporter dans cette formation, c'est de se dire, OK, on va renverser complètement la bibliothèque par terre, on va foutre tous les bouquins par terre et un par un, on va les re-ranger et les remettre dans le bon ordre. Et que du coup, demain, quand tu as un patient qui vient parce qu'il est en surpoids, qu'il a une perte de motivation et qu'il a un problème de genou, tu vas pas sortir le même exercice que si jamais c'est un patient qui est ultra trailer, qui est en surentraînement et qui a aussi une douleur de genou. Tu vas pas sortir le tu vas pas sortir le même exercice pour un patient qui a un canal lombaire étroit et qui a 60 balais et celui qui a une protrusion discale et qui a 22 ans. Et en fait, tout l'intérêt de la formation, c'est d'être capable de sortir le bon exercice pour le bon patient et au bon moment. L'autre truc dont il faut tenir compte, et c'est souvent cet exemple que je prends, encore aujourd'hui, on reçoit des mémoires ou même des stagiaires qui viennent nous voir et qui nous disent, bah voilà, moi je fais un protocole de renforcement, je vous donne un très simple, protocole de renforcement pour un syndrome rotulien, et il va dire, bah moi je vais lui renforcer son quadriceps. Pourquoi pas, admettons. Et on lui demande, ok, comment tu as fait ça? Et ben je lui ai dit de faire 10 reps de temps en temps. Et souvent, moi, la question que je pose à mes stagiaires quand ils me proposent ça, je lui dis de faire 10 reps de temps en temps. Je dis, mais attends, toi, quand tu vas t'entraîner pour ton match de foot,
Tu vas faire un tour de terrain, tu vas faire une passe de temps en temps, ou est-ce que tu vas vraiment essayer de faire ça de manière protocolaire? Tu vas faire un nombre de reps, un nombre de séries, une remise en charge progressive dans le temps. C'est quoi un nombre de répétitions? C'est quoi un nombre de séries? Pourquoi est-ce que certaines fois on va faire des séries courtes, des séries longues? Ça veut dire quoi exactement faire de l'explosivité? Quel est l'intérêt de faire de l'isométrique versus de concentrique ou de l'excentrique? Et tout ça, on l'apprend pas forcément en école. Et pourtant, c'est du B à bas. Et quand on a la prétention de vouloir faire de l'actif chez nos patients, et on reprend cette triade de l'EB presque, pas de l'EB presque, un lapsus de l'EBP, la littérature scientifique, elle est formelle. Globalement, notre problème en tant que kiné, c'est qu'on ne charge pas suffisamment nos patients, pas suffisamment progressivement et pas pendant suffisamment longtemps. Et en fait, c'est parce que parfois, on ne sait pas tout à fait faire ça. La formation, elle s'adresse principalement pour l'instant kiné et ostéo et on l'ouvre aux ergos et aux podologues pour qu'ils puissent envisager me réorienter auprès des confrères. Après, elle est vraiment visée là-dessus, sur la pratique des kinés. Donc en fait, on soulève toutes ces problématiques-là. Il y a dans la formation 2 à 3 heures de théorique sur ça veut dire quoi remise en charge progressive, comment est-ce qu'on fait de la remise en charge progressive sur des tendinopathies, sur des lombalgies, sur des tendinopathies d'épaule qui ne sont pas les mêmes que les tendinopathies d'Achille et ainsi de suite. Donc il y a toute une partie théorique. Après, on voit du bilan pour le dos, du bilan pour l'épaule, du bilan pour le genou, du bilan pour la cheville. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi, mon inspiration principale est celle du libéral. C'est que j'ai imaginé cette formation pour répondre concrètement aux problématiques qu'on a en libéral. Et statistiquement, je ne sais pas vous, mais moi, en libéral, j'ai, je pense, 60 à 70% des gens qui viennent me voir pour un problème de dos. J'ai 20% de gens qui viennent voir pour de la tendinopathie, avec pour la moitié des épaules, l'autre moitié genoux et tendinopathie autre Achille. Et après, je vais avoir 15, je suis nul en maths, mais je crois que ça doit arriver à 100%, 15 à 20% de pathologies autres. Le dos, ça reste quand même ultra fréquent. Donc, une bonne partie de la formation aujourd'hui reprendre le B à bas du bilan du dos. Typiquement, un coup classique, mais que ce soit pour des cervicalgies ou des lombalgies, être capable de refaire un bilan et un diagnostic différentiel entre une hernie discale, un conflit radiculaire et un syndrome du piriforme. Quels sont les drapeaux rouges que je dois pouvoir mettre en œuvre ou ressortir lorsque je fais un bilan du dos? Et ça, je vous propose de le revoir ensemble. Ça ne peut pas faire de mal. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous avais dit que à l'école, souvent, on nous donne un diagnostic et en fonction du diagnostic qui a été posé par le médecin, on va mettre en place un traitement. Et en fait, on se rend compte que cette logique-là, ce paradigme-là, il n'est pas fiable, il n'est pas reproductible. Et justement, là, je vois une question. Que penses-tu du Mackenzie? J'ai fait le premier module. Je trouve ça très bien, Mackenzie. C'est une philosophie un peu du essai-erreur qu'on peut retrouver aussi en thérapie manuelle sur ce qu'on propose, qu'on retrouve dans la formation sans exo, qu'on retrouve dans la formation de Frédéric Sourd sur l'épaule, qu'on retrouve dans beaucoup de formations qui seraient, à mes yeux, probablement l'avenir de la kinésithérapie. On arrive à exactement ce que j'allais vous dire. On va essayer d'oublier un peu cette logique qu'on pouvait imaginer avant, à savoir la personne a un diagnostic, je mets en place un traitement et puis en fait, je ne cherche pas à réévaluer ni à changer mon fusil d'épaule. Ça, on va le laisser de côté. On va plutôt se dire, je vais mettre en place un traitement et en fonction de voir comment mon patient répond au traitement que j'ai mis en place, je vais pouvoir mettre une étiquette sur mon diagnostic. Et là, quand je vous dis ça, normalement, vous dites, attends, t'as complètement craqué, Greg, je vais pas commencer à sortir un traitement comme ça, complètement lambda de mon chapeau. Mais on va revenir un petit peu là-dessus. Vous avez un patient qui vient, il s'assoit, il vous donne son historique médical, il vous donne son interrogatoire. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tel type de douleur là. En fonction de ce qu'il vous présente, merci beaucoup. Il y en a pas mal qui ont fait la formation, qui sont là. Il y a Marine qui dit formation de qualité, je recommande, y compris pour les ostéos. Merci beaucoup, Marine, ça fait plaisir. Je répondrai à vos questions après, si vous voulez. Je finis un peu ça et à partir de 13h35, je réponds à vos questions. Donc, vous avez un patient qui arrive
Il vient, vous l'asseyez, vous dites, OK, bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, souvent, votre patient, il va vous dire, bah, je viens parce que j'ai tel truc et il vous sort un diagnostic et là, vous lui dites, OK, très bien, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et là, c'est plus du tout la même logique parce qu'à ce moment-là, il va devoir faire appel à ce que lui il ressent et pas seulement au diagnostic. On va comprendre juste après pourquoi l'idée même du diagnostic à remettre en question, il est nécessaire de la remettre en question. Il va vous décrire exactement ce qu'il ressent et en fonction de ce qu'il vous décrit, vous devez d'abord, dans un premier temps, éliminer les drapeaux rouges. Si on prend juste le mal de dos, les drapeaux rouges à éliminer, il y a un moyen mnémotechnique qui est assez facile à retenir, c'est TINTIV. T-I-N-T-I-V. T pour traumatique, donc est-ce que vous êtes tombé, chute ou choc. I pour infectieux. En ce moment, est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez des pertes de goût, pertes d'odorat? Est-ce que vous avez été en cas contact? Est-ce que vous respectez les gestes barrières? N pour neurologique. Est-ce que vous avez une perte de force, une perte de sensibilité, une irradiation, une douleur à la toux, à l'éternuement, à la défécation ou au mouchage? Vous pouvez faire ensuite tous les tests neuro que vous connaissez. Sachant que si jamais sur celui-là, et c'est celui qu'on croise le plus souvent pour le mal de dos, il y a une perte de force sur 2 territoires moteurs, c'est une urgence chirurgicale et il n'a rien à faire dans votre cabinet de kiné. Troisième chose, donc j'ai fait T-I-N. T, c'est pour tumoral. Alors, tumoral, c'est le seul signe d'appel où on doit un peu venir le chercher. Vous les connaissez à l'interrogatoire. Ça va être quelqu'un qui va présenter j'oublie toujours asthénie. Bref, une fatigue importante sans motif et une perte de poids sans motif non plus. Et la perte de poids, si je dis pas de conneries, c'est de l'ordre de 6 kilos sur un an, sans augmentation de la dépense énergétique, sans restriction non plus de l'apport nutritionnel. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire, bah, je comprends pas, je suis tout le temps crevé. En plus de ça, j'ai perdu du poids et j'ai rien changé dans ma vie. Je dis pas du tout que c'est quelqu'un qui a un cancer, loin de là. Je dis juste que quand vous avez un patient qui vient vous voir pour ça et qui vous décrit ce type de symptomatologie-là, vous devez le renvoyer chez votre médecin, vous faites un courrier pour le médecin, un coup de fil et vous dites « Voilà, bonjour docteur, j'ai vu tel patient qui est venu me voir pour telle pathologie et au cours de l'interrogatoire, il a décrit tel signe et tel signe. » Globalement, le médecin, il va lui faire un examen sanguin et voir en corrélation avec le tableau clinique s'il est nécessaire de faire des examens complémentaires. Donc, ça nous fait traumatique, infectieux, neurologique, tumoral. I, c'est pour inflammatoire. Inflammatoire, on va s'y pencher un petit peu parce que nous, en tant que kiné, c'est vraiment un item qu'il est nécessaire de bien encadrer pour savoir si on est sur une pathologie inflammatoire vraie, type polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite ankylosante, donc c'est des vraies pathologies inflammatoires, ou on est plutôt sur une forme d'inflammation cicatricielle, post-traumatique, où on n'est pas sur une pathologie inflammatoire, mais plutôt sur une inflammation locale. En quelques minutes, on apprend plus qu'en quelques jours en école, c'est dingue. Merci beaucoup, Alex. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Il y a un moment, quand tu as ta bite et ton couteau au cabinet, qu'on te fasse un cours de 8 heures sur la neuropatho-neuro, tu as envie d'aller droit à l'essentiel et être efficace sur tes bilans. Les bilans, clairement, c'est indispensable quand on est kiné. La stat qui fait un peu peur, et moi, franchement, ça me fait chier et c'est ce qui me donne autant de motivation pour être là aujourd'hui, mais pour faire cette formation, pour remodifier l'image de la kiné sur les réseaux sociaux, accrochez-vous bien. Il semblerait qu'entre 75% et 90% des kinés ne fassent pas de bilan. Ça, moi, ça m'ennuie velu. Donc, forcément, plus on fera des bilans, plus on pourra prétendre à revaloriser nos actes, l'image de la profession de manière globale. Donc, j'en reviens au drapeau rouge. Inflammatoire ou pathologie inflammatoire vraie ou syndrome inflammatoire local. Globalement, une douleur inflammatoire, ça va se caractériser par quoi? Ça va être une douleur qui va être augmentée au repos, souvent vers 2-3 heures du matin, ça c'est plutôt empirique, qui va être diminuée lors de l'activation musculaire et lors de l'activité. Elle va aussi être diminuée par la prise d'anti-inflammatoires. J'ai mon repas qui vient d'arriver. Excusez-moi. Vincent? Maritus, excuse-moi, il y a le livreur qui vient d'arriver. Je peux te demander d'aller le chercher. Merci beaucoup. Avoir des collègues en or. Marie, c'est une de mes meilleures collègues.
de la terre, de la vie. Heureusement qu'elle est là. J'avais commandé mon repas, mais j'avais oublié de cliquer sur commander. Du coup, le livreur, il arrive maintenant, excusez-moi. Mais bon, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous. J'en étais où? Douleur inflammatoire ou syndrome un peu inflammatoire local. La douleur inflammatoire, comme je l'ai décrite, diminue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Évidemment, chez ces patients-là, la plupart du temps, pour les deux cas que j'ai cités, spondylarthrite ankylosante ou excusez-moi, ça m'a échappé, c'est le repas, mais vous l'avez en tête. La spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde, souvent, ça va être des douleurs qui vont vraiment entraîner, qui vont être assez handicapantes. Et normalement, c'est quelque chose qui va ressortir aux examens sanguins auprès du médecin. Souvent, quand ils viennent nous voir, c'est rarement en première intention, ils ont déjà vu le médecin. Sur les autres douleurs, plutôt type syndrome inflammatoire, ça va être typiquement sur une sacroiliaque, sur un syndrome du piriforme, sur même parfois des lombalgies qui peuvent traîner. On peut avoir des tableaux mixtes un peu mécaniques, un peu inflammatoires. Et là, sur ce truc-là, dans la formation, je passe au moins une demi-heure pour pouvoir démêler un peu toutes les origines de maux de dos qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup pour la PR. Et le dernier, c'est vasculaire. Le dernier drapeau rouge qu'on doit éliminer. En tant que kiné, c'est assez rare d'avoir des syndromes vasculaires. La plupart du temps, ils sont quand même passés aussi par la case médecin. Il y a un vasculaire où là, on peut être vraiment délétère. C'est sur la phlébite où là, clairement, il faut pas se louper là-dessus. Ça va être sur de la reprise d'appui après de l'opération ou sur des gens qui ont un tableau clinique assez compliqué. Très intéressant. Il sera en replay, le live, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, vous avez votre patient qui vient, vous l'écoutez, vous le laissez parler. Là aussi, quand on connaît l'importance de l'effet contextuel, l'écoute active, prendre le temps d'écouter nos patients, c'est indispensable. Il y a des statistiques qui sont sorties qui sont dramatiques. Le temps de parole des patients quand ils vont, alors ça c'est chez leur médecin généraliste et c'était en Angleterre, c'était de 2 minutes. En 2 minutes, tu n'as quand même pas beaucoup de temps de te sentir écouté. Donc prenez le temps de l'écouter. On est d'accord, on a parfois certains patients qui sont extrêmement bavards. Vous pouvez les laisser parler 4 à 5 minutes et assez vite réorienter sur vos questions. Donc, j'écoute mon patient, j'élimine les drapeaux rouges, j'ai mes signes d'appel de ces fameux tintives avec mes signes d'alerte qui me nécessitent d'aller investiguer un peu plus à l'interrogatoire. Et après, ce que je vais chercher, c'est essayer de voir qu'est-ce qui reproduit mes symptômes. Et en fonction de ce qui reproduit mes symptômes, je vais prendre quel type de pathologie. Là, je vais prendre une patiente que j'ai eue ce matin. J'en ai eu 2 comme ça ce matin. Pour moi, ce que j'appelle être des séquelles de lumbago. C'est-à-dire qu'elles ont eu un événement de lumbago. Il y en a une, c'était c'était début octobre. L'autre, c'était il y a 8 mois. Mais quasiment le même tableau clinique. À savoir, je vous montre exactement, leur symptomatologie, c'est ça. Elles viennent me voir, je ne sais pas si vous me voyez bien appelé. Elles me disent, ça va bien quand je suis debout. Quand je me penche en avant, j'ai un arc douloureux qui est ici. Et après, ça va mieux quand je redescends. Et puis, quand je suis assis pendant longtemps, je sens que ça me lance un peu dans le bas du dos. Les 2 avaient ce tableau clinique-là. Donc, là, ça peut être pas mal de choses. Comment on fait pour se démêler là-dedans? Encore une fois, un peu de bilan. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui reproduit mes symptômes. Et là, comme c'est douleur lombaire, je vais d'abord éliminer statistiquement ce qui arrive le plus en dehors de tout ce qui est traumatique. Ce serait plutôt une radiculopathie, une douleur un peu d'origine discale ou quelque chose comme ça. Donc, on va lui poser, est-ce que vous avez une irradiation, une perte de force? Est-ce que ça irradie? Oui, sur quel territoire nerveux? Est-ce que c'est crural? Est-ce que c'est sciatique? Qu'est-ce qui augmente cette irradiation? Qu'est-ce qui la diminue? Est-ce que ça augmente à la toux, à l'éternuement, à la défécation ou au mouchage? Est-ce que quand vous êtes assis pendant longtemps, ça augmente? Est-ce que quand vous passez de la position assise à debout, est-ce que ça augmente? Quand vous portez des charges, est-ce que ça augmente? Est-ce qu'au contraire, c'est diminué par la flexion ou par l'extension? Et en fonction de tout ce tableau-là, on va pouvoir se dire, voilà, imaginons, là, les 2 que j'ai eues, elles étaient majorées par le fait d'être assis pendant longtemps, elles étaient majorées par le fait d'être allongées pendant longtemps, elles étaient plutôt diminuées par l'activité, mais avec une vraie appréhension au mouvement, et elles pensaient toutes les 2 que leur douleur était liée à un problème postural. Il y en avait une qui allait passer un IRM demain, parce qu'elle avait vraiment peur qu'il y ait quelque chose de compliqué. Et en fait, chez elle, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars sur un outil parce que j'ai au cours de l'interrogatoire, et ça c'est ma pratique,
qui parle. C'est pour ça, vous vous rappelez, le BP, je vous ai dit ces 3 choses. Qu'est-ce que nous dit la littérature, notre expérience et les demandes de nos patients. Je leur dis, OK, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'ensemble, on refasse des mouvements qui sont pour vous un peu sensibles? Et les deux, ce que je leur ai fait, hop, je vais vous montrer. Est-ce que ça va tenir là-dessus? Yes. Ce que je leur ai fait, je leur ai dit, penchez-vous en avant. OK? Penchez-vous en avant. Mon expérience de patient, je sens que quand je le fais, il n'y a pas beaucoup de mobilité au niveau lombaire. Et sur la première, je décide de partir sur des levées de tension. Je lui fais des levées de tension. Quand je lui fais les levées de tension, j'ai immédiatement une amélioration de mes symptômes. Donc, si j'ai une amélioration de mes symptômes chez quelqu'un qui avait du mal à se pencher en avant et que je lui fais des levées de tension, ça veut dire que la douleur était peut-être d'origine musculaire. Et donc, chez elle, je libère la douleur avec un levé de tension et assez vite, je lui ai dit, OK, bah, très bien. Elle était vendeuse et elle me disait, je pense que j'ai mal parce que j'ai des mauvaises positions. Et globalement, la prochaine fois que je vais la voir, je vais lui faire de l'actif, du travail de transfert de charge. Je sais que j'ai un meilleur recrutement musculaire sur des exos de force et sur un peu de coordination. Donc, je vais lui faire des exotypes un peu école du dos, apprendre à rétroverser, mobiliser le bassin. Tout ça, vous savez le faire. Mais petit à petit, je vais inclure des exercices type deadlift, type squat, parce qu'en fait, aujourd'hui, de la littérature scientifique, de ce qu'on sait, ce qui permet d'avoir un meilleur recrutement musculaire, c'est les exercices de force. Et donc là où avant, typiquement, si j'étais parti sur « Ah, elle a eu un lumbago », je vais lui faire partie la douleur et je vais prendre du massage, du TENS ou des étirements. Là, du bilan que j'ai fait, je sais qu'elle a juste une sensibilité à la flexion, que petit à petit, je vais lui faire réintégrer la flexion, que je vais, dans un premier temps, libérer et après lui proposer des exercices de renforcement pour qu'elle puisse retourner dans son travail. L'autre patiente que j'ai eue, je lui fais l'élevé de tension, elle n'a pas eu d'amélioration au niveau d'élevé de tension. Ok, donc chez elle, elle n'a pas forcément de douleur liée à un problème musculaire. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je lui ai demandé de s'allonger sur la table et de se remettre debout et de bouger, à chaque fois elle contractait tout, elle buguait, j'ai eu trop peur. J'ai cru que mon téléphone allait complètement se vautrer. Et du coup, je lui ai fait des exercices d'activation au niveau du dos. Tout simplement, je lui ai fait répéter 3 fois 10 flexion, enroulée à fond et extension, flexion, enroulée à fond et extension. Et petit à petit, avec mes mains, je rajoutais une résistance. Et chez elle, le fait d'activer le dos diminuait ses symptômes. Et elle se sentait mieux. Et en fait, elle, principalement, elle venait parce qu'elle avait vachement peur. Elle avait vu une ostéopathe, je ne remets pas en question l'ostéopathie, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui lui avait dit, ah, je pense que votre dos, c'est vraiment grave, ça vient pas des lombaires, c'est sûr, il y a d'autres complications, il faut faire une IRM, la totale.
Et du coup, à la suite d'un lumbago, où on sait que le lumbago, c'est tout à fait bénin, c'est juste un spasme musculaire. Si vous rajoutez des messages kinésiophobes et catastrophistes, c'est sûr que ça va la faire flipper. Donc, moi, au cours du bilan, il n'y avait aucun drapeau rouge. Elle avait un LASEG négatif, un LASEG croisé négatif, un SLUM test qui était négatif. Elle avait une amélioration au niveau du SLUM test. En avant-gargant, on renforce. Et chez elle, je lui ai donné du deadlift et du Jefferson curl. Là aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux donner à nos patients 2 exercices qu'ils sont capables de faire et sur lesquels ils vont être en réussite, plutôt que de leur donner 12 exercices où ils vont avoir tellement peur de bien faire ou de mal faire qu'ils vont préférer pas les faire. Et donc, en fait, dans cette formation sans exo, vous voyez là, je l'ai faite très, très vite parce qu'on est principalement entre nous, mais j'applique cette logique-là. On refait un point de bilan. On essaie de mettre le patient dans la bonne case en fonction du bon discours. Alors là, j'ai fait un peu les tensions, mais ça marche avec plein de trucs. J'ai pris les 2 cadres que j'ai vus ce matin. On échange évidemment toujours sur des cas cliniques de ce que vous croisez si vous êtes en difficulté avec vos patients. Et l'idée, c'est un maximum de les rendre autonomes sur réinclure de l'actif. Ce qui est hyper important, c'est qu'il y a 2 choses qu'il faut savoir qui sont parfois un peu chiantes pour nous en tant que kiné, mais il y a de plus en plus de littérature qui nous explique qu'il n'y a pas de spécificité sur ce que serait un bon exo. C'est à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les exos que je propose sur du soulevé de terre ou du Jefferson curl, par exemple, peut-être que j'aurais eu aussi les mêmes résultats si je lui avais fait faire du squat et du push press, par exemple. Mais moi, je préfère le voir à l'inverse, c'est de se dire si j'ai pas de spécificité du bon exo, je vais plutôt essayer de trouver l'exo que mon patient va avoir envie de faire. Et ça, on le sait, le critère le plus important dans un bon exercice, c'est l'exercice que notre patient va faire, que notre patient va réaliser. Il vaut mieux un exercice pas parfait qui soit fait qu'un exercice pas fait qui soit oublié. Voilà, donc en gros, ça, je le fais pour le dos. C'est toujours accompagné de bilan. Et souvent, le retour que j'ai quand les collègues viennent faire la formation, c'est qu'ils se disent, putain, mais je savais pas qu'il y avait du bilan. Je pensais que tu donnais 100 exos et c'est tout et que ça allait pas plus loin. Et ce à quoi je leur réponds, 100 exos, il vous suffit juste de regarder Major Mouvement. Les 100 exos, vous les piquez là-dedans. C'est ouvert, c'est gratos. Moi, ce qui m'intéresse dans la formation 100 exos, c'est au contraire, c'est ce qui m'a toujours passionné. Et vous le savez, si j'ai créé Major Mouvement, c'est justement pour pouvoir faire des conférences. Parce que de ces échanges-là, naissent une remise en question peut-être plus profonde que ce qu'on peut avoir avec Instagram, hein, tout simplement, avec les réseaux sociaux, mais de se voir en physique, d'échanger en physique, de voir des cas concrets, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand je parle de ça, je prends toujours nos confrères, est-ce que toi, tu as mal au dos, est-ce que quelqu'un a mal au dos, et puis on fait un vrai cas clinique sur une vraie personne, quoi, pour voir que c'est pas du bullshit, pour voir que oui, il y a une différence entre parler d'un squelette à 13h30 au cabinet et avoir un vrai patient dans les mains. Et cette formation, elle est vraiment issue de la pratique, en essayant de tenir compte de la littérature, de nos pratiques, de vos sensibilités à vous. Ce que j'explique à chaque fois, c'est que moi, j'ai une vision très non dogmatique de la kiné. C'est que je suis toujours hyper à l'aise avec le fait que quelqu'un ait des arguments et une vision des choses qui soient complètement à l'opposé de la mienne. Je le respecte parce que quand je vois ce sur quoi je m'appuie, je me dis, moi aussi, j'ai un parti pris dans ma propre interprétation des lectures scientifiques que je fais. Je pourrais en parler pendant des heures. Là, j'ai que 45 minutes pour vous résumer une formation pendant 2 jours, mais juste pour vous expliquer que c'est des bons moments, que c'est une autre version que ce qu'on fait sur Instagram, que voilà. Je vais répondre un peu à vos questions si vous voulez. Spécifiquement, je suis désolé, je vois qu'il y a quelques questions de patients qui ressortent. Je ne répondrai pas aux questions de patients pour aujourd'hui, mais aux questions de kiné. Ça donne trop envie. Les DOM, c'est pour quand? Clairement, j'ai pour projet, ça va dépendre du Covid, mais d'aller Martinique, Guadeloupe. Vous savez que j'ai quand même un gros lien de cœur avec les Antilles et j'y retournerai. Normalement, ce sera pour 2021. Peux-tu ouvrir la formation aux APA? C'est pas dans les plans pour aujourd'hui. Pour être tout à fait franc, il y a tout l'aspect physiopathologique qui est quand même assez spécifique au kiné et je pense que les APA, de ce côté-là, il y a peut-être un manque d'application concrète pour vous sur le terrain et sur tous les exos à l'inverse, c'est là où vous êtes plutôt fort vous et ça va pas vous apprendre grand-chose. Mais je réfléchis justement à un bon angle pour pouvoir la transférer à la fois au coach et aux APA pour pouvoir avoir une application pour vous.
Pour les bilans des cervicalgies, c'est aussi les mêmes red flags. Oui, pour le corps complet, ce sont les mêmes red flags, tintive. La seule chose, ah oui, c'est une bonne question, c'est qu'aujourd'hui, on va faire, dans la formation, j'en parle sur comment est-ce qu'on inclut des tests ou on exclut des tests de notre bilan. Je vais vous la faire très courte, mais il y a certains tests qui sont fiables, d'autres qui sont moins fiables. Et pourquoi est-ce qu'on va sélectionner pour les cervicales 4 tests pour exclure un problème d'origine radiculaire? Chaque cas est unique, chaque ressenti est unique. Toi aussi, tu es unique comme praticien. Bravo et merci. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir, en effet. Combien de temps la formation dure? 2 jours. C'était comment les débuts en kiné payé cabinet? J'ai pas compris ta phrase, excuse-moi. D'après toi, ça apporte quoi dans la pratique ostéopathique? De beaucoup mieux orienter tes patients vers les kinés quand c'est nécessaire. Ou même, on le sait, hein, dans le parcours de soins, il y a des tas de patients, tu vas leur parler de tout ce qu'ils devraient faire. Et ils vont pas le faire, ils vont pas reconsulter un autre professionnel de santé. Et au moins, je pense que ça permet d'assurer le coup, de leur dire, OK, vous êtes venu parce que vous avez eu un lumbago. Aujourd'hui, c'est important de recharger progressivement. Et je pense qu'un ostéo qui est capable derrière de remontrer un mouvement de squat, remontrer un mouvement de deadlift, il aura de bien meilleurs résultats, notamment pour éviter la chronicisation de certains patients, plutôt que de dire revenez me voir dans 6 mois et puis dans 6 mois, je vous refais péter votre sacro-iliaque. Bon, moi, pour le coup, je suis assez sévère. Et c'est pareil chez les kinés, les ostéos, les chiros, chez les professionnels de santé qui vont systématiquement proposer la même solution sans se poser la question, est-ce que mon patient, dans 5 ans, je l'aurais vraiment amélioré? Un patient, si vous avez besoin de le voir tous les mois, tous les 3 mois pour lui faire la même technique, c'est que ce n'est pas la technique dont il a besoin. Après, à prendre en perspective, on est d'accord, ça c'est sur la théorie. Sur la pratique, on est d'accord. Moi, j'ai des patients, j'en ai un, je l'adore. En plus de ça, tu as un côté affectif avec certains patients. Il veut systématiquement, je lui fais de la thérapie manuelle. Quand je lui propose des exos, il me dit ouais, je les ferai. Mais il veut pas. Il veut juste que je le manip de temps en temps. Donc, mais à chaque fois, je lui distille une petite goutte. Ce serait bien de refaire tes exos, tout ça. Les douleurs aux éternuements et tout, c'est pour les diaques différentiels d'hernie. Alors, c'est ce qu'on appelle les signes durmériens. Tu vas mettre en pression la durmère. C'est un signe d'appel. C'est pas un diaque différentiel, c'est pas fiable, mais c'est ce qui te permet de t'orienter là-dessus. Combien coûte la formation? C'est une bonne question. Principalement, moi, je me charge pas du tout de l'administratif. Si vous voulez vous inscrire à la formation, c'est sur le site de l'ITMP. Je crois, de mémoire, je voudrais pas dire une connerie, mais elle doit être entre 400 ou 500 euros, pris en charge DPC et FIFPL. Allez, je prends une dernière question, après je vous laisse. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, le live sera encore dispo sur Reeduca. Si ce type de contenu vous plaît, je sais que nous, avec l'ITMP, vraiment, on est en train de bosser pour faire ce type de contenu en e-learning parce que c'est concret, quoi. Et tu passes 1 heure et en 1 heure, tu essaies d'avoir vraiment une vision assez complète du truc. Salut, c'est possible de faire des mini-cours sur Zoom pour les étudiants en kiné? Il n'y a pas de mini-cours. Je suis désolé, Ismaël. Alors, c'est pas Ismaël ton prénom. Il n'y a pas de mini-cours. En fait, ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis capable de faire en 45 minutes, crois-moi, je veux pas me vanter, mais c'est, je pense, plus de 1000 heures de travail pour en arriver là. Donc, il n'y a pas de mini-cours. Comment on finance la formation en étant étudiant? Elle n'est pas accessible aux étudiants pour le moment. Je suis désolé. L'idée, c'est vous pouvez la faire une fois que vous êtes sorti de l'école, mais je vous conseille quand même d'avoir au moins 2 à 3 mois d'exercice libéral dans les pattes parce que, encore une fois, ça répond à des problématiques libérales. Si ça répond à des problématiques que vous n'avez encore jamais vécues, ce sera intéressant, mais en toute objectivité, vous passerez un peu à côté du truc. C'est mieux d'être en échec parfois avec certains patients pour pouvoir à fond profiter des… Le modèle EBP te semble beaucoup plus clair, super. C'est pour ça que j'ai fait le podcast vidéo EB presque, c'est de dire bah, c'est un modèle, mais en vrai, dans les réalités de tous les enjeux, ça reste franchement le meilleur modèle qu'on a, mais c'est parfois difficile. Le live sera sur l'Insta de Reeduca et oui, la formation c'est sur l'ITMP. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Maintenant, je vais déjeuner. J'ai un prochain patient à 14 h et pour la petite info, mais cette semaine marathon, elle est ouf. Je reprends l'avion demain, ce soir. Je repasse 2 heures à la maison voir la famille. Je reprends l'avion et je redécolle pour être à Paris. Demain, je serai en direct sur France Inter
pour une émission de radio que j'adore qui s'appelle Grand bien vous fasse d'Ali Réveil. Bref, j'étais hyper content de vous voir. Je vous embrasse tous. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, c'est la formation sans exo. J'en parle régulièrement. Pour tout 2020, je suis désolé, on est complet. En plus de ça, avec le Covid, on respecte à fond les gestes barrières. Mais pour l'instant, a priori, elle serait maintenue. Voilà. Bye bye. Merci. Lourdes. Te remercie. Lourdes. Allez, bye bye. Bonne app.